scolaires, des municipalités et autres en termes d'éducation à l'éco-citoyenneté et au développement durable. Le second, c'est de la recherche. Nous menons des recherches dans ce domaine-là pour construire des connaissances aussi. Et la troisième, c'est la formation. Nous assurons des formations continues. Et dans ce contexte-là, dans quelques minutes, je vais vous présenter un petit MOOC qu'on est en train d'élaborer, un MOOC important plutôt au niveau de ce domaine-là. Sans plus tarder, je vais Fadi, j'aimerais que... oui, il y a Diana, déjà vas-y. une question qui se pose par rapport à l'économie circulaire. Oui. Probablement que Dr Sarah Hariri va en parler parce que ce sont des expressions qui ne sont pas courantes et c'est important de développer ce concept chez les Libanais et c'est pour ça qu'il faut bien le leur expliquer. De même que quand tu parles de développement durable, c'est un concept aussi qui est un peu étranger à la communauté libanaise. Et ça aussi, il faut donner à chaque fois un aperçu de ce que nous entendons, enfin de ce qui se comprend par développement durable et qu'il y a des objectifs, 17 objectifs qui sont très concrets. Si tu peux les passer une fois, je ne sais pas si tous les gens qui nous écoutent. Oui, Diana, on va le faire à travers la présentation, évidemment. Je vais demander à Céline juste de faire attention à faire mute à chaque fois qu'il y a du bruit, s'il te plaît. Donc, Diana, oui, on va répondre à tes propositions. Moi, j'avais demandé à toutes les personnes présentes de poser des questions dans le chat, justement pour y répondre en détail comme tu le proposes. Donc, si vous permettez, nous allons tout de suite commencer par vous présenter une petite séquence filmique. Voilà, donc c'est une petite présentation de la chaire et nous sommes donc à votre service. Si vous avez des demandes en termes de formation, de projets, de propositions, nous sommes là à votre service. Sans plus tarder, je vais tout de suite présenter professeur Sarah Hariri Haikal en continuant à vous demander de poser toutes vos questions sur le chat. On va y répondre durant le webinaire. Donc,
Sarah, elle est enseignante-chercheuse dans le domaine de l'économie à l'Université Saint-Joseph depuis l'an 2000. Elle est professeure à la Faculté des sciences économiques dans les domaines de la macroéconomie, des finances publiques et de l'économie de l'environnement. En 2011, elle a obtenu son doctorat à l'Université Paris II, Panthéon-Assas. Son sujet de thèse portait sur la gouvernance et la corruption du Liban. Un sujet d'actualité, Sarah. Sa thèse ainsi que les recherches empiriques ont donné lieu à des publications dans des revues scientifiques. Elle compile des données et des faits de recherche sur la situation économique du Liban et de la région MENA et possède une connaissance approfondie des principes et de l'enseignement de la recherche empirique sur le comportement de l'individu et de la société dans ces domaines principaux, la gouvernance, la corruption et l'économie de l'environnement. Et surtout, Sarah est membre du comité de pilotage de la chaire de Fondation Diane et parmi les fondateurs de la chaire. Donc, nous avons le plaisir de vous accueillir, chère Sarah, ce soir pour nous parler des défis, de ce que ça veut dire économie circulaire, parce que c'est un concept qui ne nous est pas familier à tout le monde en tout cas, et quel est son lien avec le développement durable. Sarah, à vous la parole. Je vais partager donc le PowerPoint. Bien, bonsoir tout le monde, bonsoir Fadi, bonsoir Diana. Comme Fadi vient de me présenter, donc je fais partie donc des membres fondateurs et donc j'ai bien sûr l'honneur de faire partie des membres fondateurs de la chaire depuis donc sa fondation. Donc on travaille sur des sujets sur le développement durable et sur l'éco-citoyenneté. Aujourd'hui, je présente un thème assez spécial, l'économie circulaire. Je suis professeure à la faculté d'économie, mais en fait, quand je vais pas vous cacher ça, quand j'ai présenté à mes collègues un peu le thème de la présentation, au début, ils ont donc tous attendu un sujet sur la crise, sur le dollar, sur le secteur bancaire. Et ça a choqué un peu, mais c'est-à-dire pour dire que pourquoi parler d'économie circulaire et pourquoi parler d'environnement aujourd'hui ou de recyclage dans une économie qui est en crise. Donc, en fait, justement, c'est un thème d'actualité, même, c'est-à-dire bien sûr que la corruption est un thème d'actualité au Liban, la crise est un thème d'actualité, mais l'économie circulaire est aussi un thème qui peut nous sauver un peu de cette crise. Donc, ça peut être vraiment une solution qu'on peut envisager dans un cadre de crise, dans un cadre de chômage. Vous savez donc aujourd'hui que le taux de chômage a dépassé donc les 55% au Liban. Donc, c'est devenu une nécessité, en fait, l'économie circulaire. Et je tiens aussi à remercier donc, la chaire de m'avoir donné cette chance de présenter ce thème d'économie circulaire. Je sais que je suis professeure, mais je suis pas là pour faire un cours. Donc, je tiens aussi à vous rappeler que vraiment, c'est une rencontre. J'aimerais vraiment à tout moment qu'on partage ensemble nos avis et nos expériences, parce que l'économie circulaire ne s'adresse pas seulement aux économistes, c'est pas seulement aux entreprises, c'est pas seulement une logique de financement, mais c'est également, on va le voir, donc finalement ça doit commencer par nous tous, qu'on est tous concernés par cette économie circulaire et que ça commence par le citoyen, ça commence par le petit consommateur, ça commence par le comportement des acteurs dans les affaires du quotidien, de tous les jours. Donc, ça, on est tous concernés par cette économie circulaire. Donc, n'hésitez pas à tout moment de partager vos expériences et vos frustrations, parce que je sais aussi qu'il y aura beaucoup de frustrations, surtout en ce qui concerne donc l'économie circulaire dans le cas libanais. Je ne vais pas trop m'attarder sur l'approche conceptuelle de l'économie circulaire, sur les piliers, bien sûr, on présente, on définit les plans d'action, les acteurs. Mais ce qui nous importe beaucoup plus, c'est comment envisager et comment mettre en place un modèle d'économie circulaire au Liban. Parce que, en fait, ça, c'est un peu l'approche la plus intéressante pour nous. L'économie circulaire, généralement, dans les pays développés, au Japon, en France, ça commence par l'État. Donc, l'acteur, c'est l'État. C'est l'acteur clé qui met en place des plans d'action, qui subventionne, qui soutient.
Donc, l'approche qui va être intéressante pour le cas du Liban, c'est comment mettre en place cette économie circulaire face à la défaillance de l'État. Et que finalement, on ne peut plus compter sur l'État aujourd'hui. On sait que c'est un État défaillant, on sait que c'est un État en crise, on sait que c'est un État qui n'a plus les moyens, ni dans son budget, ni dans les ressources, de financer, ni de subventionner. Donc, comment, à partir donc, d'une approche inversée, on peut envisager une économie circulaire. Et pourquoi l'économie circulaire aujourd'hui? Comment créer des emplois aujourd'hui en temps de crise, surtout pour les jeunes, pour éviter tout ce qui est immigration, tout ce qui est problème de chômage, problème d'exclusion. Et comme Madame Fadel l'a bien présenté, c'est l'économie circulaire qui aussi s'inscrit dans le cadre du développement durable. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement de l'économie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne s'adresse pas seulement aux économistes. C'est une économie qui va en même temps intégrer, avoir comme objectif du social, de l'intégration, une protection sociale durable et en même temps, bien sûr, protéger le pilier principal de cette économie circulaire qui est aussi l'environnement. Donc, c'est une économie, c'est un modèle, mais ce n'est pas une mode. C'est-à-dire, on va essayer au maximum. Donc, possible de la présenter comme étant un modèle économique, mais pas seulement parce que c'est un modèle à la mode. Donc, c'est un concept finalement nouveau, bien sûr. C'est un concept qui va s'intégrer dans le cadre d'une transition. Ce n'est pas seulement un modèle imposé du jour au lendemain, ça doit s'inscrire donc dans le long terme, ça doit s'inscrire dans le cadre d'une transition. Dans les pays développés, ça prend des années, ça rentre dans le cadre des réformes structurelles, ça rentre dans le cadre de réforme des politiques d'ajustement structurel, ça nécessite des modèles de redressement. Bien sûr que ça implique plusieurs acteurs, des décideurs publics, des entreprises, des associations, des ONG. Même aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire dans le cadre de notre recherche aujourd'hui, ça fait partie aussi de l'économie circulaire. Donc, c'est un concept qui a émergé comme une alternative à l'économie linéaire. C'est un modèle donc, qui va intégrer des notions. Je ne vais pas utiliser des termes techniques comme économie verte ou économie d'usage ou économie de la fonctionnalité. Donc, c'est des mots mots techniques, mais qui finalement renvoient à quelque chose de très simple, finalement, qui renvoie à des pratiques simples à intégrer dans nos pratiques quotidiennes. C'est la préservation de nos ressources, c'est la préservation de notre terre, tout en créant des ressources, d'autres ressources, tout en créant des richesses, tout en augmentant la croissance économique, parce que je sais que ça, c'est le souci principal de tous les agents, c'est comment augmenter la richesse, comment créer un produit intérieur brut plus élevé, comment améliorer les ressources d'une économie, la croissance économique. C'est des concepts qui nous intéressent. Mais finalement, l'économie circulaire n'est autre que une création de richesse, mais en même temps, c'est une création qui s'inscrit dans une démarche de transition vers une économie, mais cette économie est une économie plutôt verte, une économie plutôt juste, une économie plutôt inclusive. Inclusive, c'est-à-dire qui intègre aussi au niveau de la prise des décisions tous les agents économiques, tous les citoyens qui sont impliqués dans cette économie-là, qui redistribuent les revenus. Et bien sûr que, comme je vous ai dit, donc, il y aura sûrement une frustration de la part de nous tous aujourd'hui, parce que finalement, on va voir combien on est loin dans ce pays de l'économie, du concept de l'économie circulaire. Donc, dans notre contexte de crise, oui, il s'agit d'une opportunité pour nous tous. C'est une opportunité. On est vraiment loin, mais en même temps, c'est une opportunité. On est passé par des crises socio-économiques dans le pays, politiques, une crise environnementale. N'en parlons pas donc là, la crise environnementale aussi, sanitaire. Donc aujourd'hui, on peut proposer un modèle soucieux de la préservation des ressources, de la création de valeur ajoutée, de la limitation un peu du chômage, d'intégration des jeunes sur le marché du travail, bien sûr, face à une mauvaise gouvernance, un État, notre gouvernement aujourd'hui
après, donc 40 ans après la guerre, est en train de repenser à une politique de réforme. Après, donc finalement, on ne peut plus compter sur l'État, on le sait tous. Donc, comment nous-mêmes, nous les citoyens, à partir d'initiatives privées, comment repenser ce mode de consommation et de production. Donc, finalement, aujourd'hui, il y a un besoin, surtout pour le Liban, après aussi la crise, après l'afflux aussi des Syriens au Liban, la hausse de la population. Donc, finalement, on est dans un contexte de surconsommation, de surpopulation, de surexploitation des ressources et des matières premières, surtout que le Liban, aujourd'hui, n'est pas un pays qui produit ces matières-là. Donc, on est obligé d'importer avec donc des dollars qu'on ne détient plus. Donc, c'est pour cela qu'on a pensé aujourd'hui à cette initiative de créer nous-mêmes dans le cadre de ce réseau-là, ce petit réseau aujourd'hui, les personnes là, on est là pour créer ce réseau, pour promouvoir cette économie circulaire. Donc, on invite à repenser ce modèle qui s'inscrit, comme on l'a dit, dans le cadre du développement durable et de l'économie solidaire. Donc, finalement, on a besoin d'un engagement de la société, un engagement pour des citoyens pour passer à un mode de consommation où rien ne se perd, rien ne se crée, mais c'est un mode où tout se transforme. Donc, il y aura une responsabilité qui va être principalement la responsabilité du citoyen et aussi une responsabilité de la part de l'entreprise, de la production. Donc, c'est pour cela que donc je vais présenter très rapidement ces 7 piliers, ces 3 champs d'action, pour montrer que finalement, c'est un modèle voilà, qui va limiter, qui va principalement limiter dans notre mode de vie, dans notre mode de consommation, le gaspillage, qui va limiter l'utilisation des ressources, qui va protéger la biodiversité et qui va surtout nous amener à allonger la durée des produits et à faire du recyclage. Finalement, c'est beaucoup de titres, beaucoup de concepts. Il s'agit donc de beaucoup d'acteurs, tous les acteurs qui doivent être impliqués. Contrairement, ici, on le présente, c'est un modèle qui se présente par opposition à un modèle qui est plutôt traditionnel. De dire, par exemple, je prends un exemple simple, je prends un produit, je prends un jouet pour un enfant, on va extraire des ressources de la nature, on va consommer et à la fin de la durée de vie, ce produit va être jeté. Donc finalement, tout produit a une durée de vie et après il sera jeté. Donc dans le cadre de l'économie circulaire, on sera amené à repenser ce produit-là. Donc si je prends des exemples pratiques, si je prends l'exemple des jouets, l'exemple des Lego par exemple, qui font un chiffre d'affaires près de 6 milliards de dollars par an dans le monde. Donc ces jouets d'enfants qui constituent un exemple type ont une durée de vie limitée pour un enfant, 1 an par exemple, parfois un peu plus court. Donc finalement, on amène un jouet et on le jette à la fin de la durée de vie. Dans le cadre de l'économie circulaire ou l'économie en boucle, donc ces anciens jouets d'un enfant de 8 ans seront lavés, seront réparés, seront offerts ou bien vendus à une famille d'un enfant de 5 ans. Et l'enfant de 5 ans, lui aussi, va laver, va réparer et va réoffrir ou bien revendre finalement ces objets et ces jouets à un enfant de 3 ans, décrivant ainsi un mouvement circulaire. Donc finalement, plein d'exemples qu'on peut appliquer, qu'on peut intégrer dans notre mode de consommation, dans notre mode de vie. L'exemple aussi, on peut commencer par un exemple très simple, l'exemple du covoiturage. Donc finalement, au lieu d'amener 1, 2, 3 voitures, au lieu de dépenser de l'essence, au lieu d'émettre plus de gaz à effet de serre, l'idée d'économiser l'essence, d'économiser l'énergie, l'idée de se retrouver en réseau va également économiser donc les ressources et en même temps limiter la pollution et protéger l'environnement pour les générations futures aussi. Donc finalement, c'est un passage aussi de tout produire à on va continuer à produire, hein, on va continuer à consommer.
mais finalement, on produit dans le verre et on consomme dans le verre. Donc, finalement, c'est des produits conçus, fabriqués, commercialisés dans une logique de protection et de préservation de l'environnement, une logique de réutilisation, de réparation, de réemploi. Même si on veut aussi se référer, on a tous des cadeaux à offrir, on a tous des produits à acheter. L'idée de substituer des emballages en plastique à un usage unique, par exemple, par un usage d'un autre type de matériel, d'emballage recyclable ou un emballage réemployable. Donc finalement, on a tous, ça commence par, c'est-à-dire par le citoyen, par le comportement de chacun d'entre nous, comment on se trouve une place dans cette économie circulaire. Donc par opposition à cette économie linéaire qui est l'économie linéaire traditionnelle où tout produit, on l'utilise et on le jette à la fin. Donc, si on revoit tous l'exemple des téléphones, donc nos téléphones, pour nous, les Libanais, avaient une durée de vie de 1 an. Donc, chaque année, on était prêt à changer d'appareil. Finalement, ce qui était donc, parce que peut-être on avait les moyens de le faire, mais aujourd'hui, en temps de crise, pas seulement parce que notre pouvoir d'achat a baissé, mais également dans un souci de préservation des ressources et dans un souci environnemental, il est peut-être grand temps de repenser ce mode de consommation dans une logique linéaire de réutilisation, de réparation, de réemploi, d'allongement de cette durée de vie de nos produits. Donc voilà, c'est un modèle qui se base donc, sur sept piliers, finalement. C'est-à-dire, si on veut commencer par le pilier, ça c'est l'exemple des Lego qui, comme je viens de dire, coûtent au fond un chiffre d'affaires de 7 milliards de dollars dans le monde chaque année. Mais finalement, ces entreprises qui vendent, qui commercialisent ces produits-là, qui cherchent à faire un profit, qui cherchent à maximiser leur intérêt, sont en train de surexploiter ces ressources naturelles. Et finalement, ce mode de croissance qu'on est en train de réaliser aujourd'hui ne peut pas être durable. Même si on fait aujourd'hui une croissance, mais cette croissance ne pourra pas être durable pour les générations futures. Donc, c'est pour cela qu'on a besoin d'innovation, qu'on a besoin de réutilisation, de réemploi pour innover, mais pour réutiliser de manière créative tout au long du cycle de vie du produit, tout au long du cycle de vie de n'importe quel service. Donc, comment on revient à la source, on va produire, on va continuer à consommer, on va continuer à utiliser, mais dans une logique en boucle, dans une logique de préservation des ressources de la nature pour les générations futures. Et c'est là où il y a le recoupement avec finalement l'économie du développement durable. Finalement, l'économie circulaire sûrement est une part de cette logique défendue donc par les Nations Unies, par la Banque mondiale, par les grandes organisations internationales pour préserver les ressources et pour donc améliorer le bien-être, pas seulement pour cette génération, mais également pour les générations futures de nos enfants. Donc finalement, voilà, je ne sais pas si déjà on commence, c'est-à-dire à présenter un peu une logique donc ça devient un peu plus clair. Si vous avez des questions, déjà quelqu'un a envie de... Moi, je peux déjà te poser quelques questions, Sarah, à partir du chat, mais peut-être qu'il y a le bruit des feuilles qui, je ne sais pas si c'est les feuilles chez toi ou voilà. Donc, si on a bien compris, l'économie circulaire, c'est par opposition à l'économie linéaire. Voilà. Donc, linéaire, on ne réutilise pas parce qu'il y a une question dans le chat. Donc, pour bien définir l'économie circulaire, est-ce qu'il s'agit d'une expression nouvelle ou est-ce que c'est le recyclage qu'on faisait d'habitude? Quelle est la différence? C'est pour bien définir économie circulaire. Quelle est la différence entre le fait de recycler ou parler de ce concept nouveau?
oui, merci Fadi pour la question. Donc, en fait, le recyclage n'est qu'un des 7 piliers, justement. C'est-à-dire, c'est un concept, bien sûr, depuis les années 80, depuis déjà la notion d'intégration de la notion de développement durable, le concept de préservation des ressources, de l'environnement, de l'économique, avec l'économique et le social avait émergé. Donc, en tant que concept, il n'est pas nouveau. Mais le recyclage n'est qu'un des 7 piliers de l'économie circulaire. Donc, ce n'est pas seulement du recyclage. Quand vous faites du compost, c'est de l'économie circulaire aussi. Donc, je pense que si on présente, c'est pour cela que c'est important peut-être maintenant de présenter pour clarifier aussi les piliers que finalement on fait du recyclage, mais le recyclage n'est que l'étape finale dans l'économie circulaire parce qu'il faut commencer dès l'étape de la conception, de l'extraction des ressources, commencer à penser green. Okay, donc, ce n'est pas seulement à la fin, parce que finalement, des fois, on se retrouve à la fin de la vie du produit et qu'il y a des parties dans ce produit qui ne sont pas recyclées. Donc, finalement, c'est au moment de la conception même, de l'innovation même du produit, c'est au moment de la présentation, voilà, de la source, de même de la façon d'extraire les ressources qu'il faut repenser penser green et penser aussi économique, sociale, mais aussi environnementale. Et c'est une conception c'est-à-dire important à noter qu'elle doit s'inscrire c'est une obligation pour nous, c'est pas un luxe, c'est pas un choix. Je pense que c'est ça qui est important. Ça doit s'inscrire dans le cadre d'un développement qui ne doit pas compromettre le bien-être des générations futures parce qu'on doit assurer une certaine équité, une équité envers pas seulement, comme on l'a dit, les générations futures, mais aussi une équité intragénérationnelle, c'est-à-dire pour notre génération à nous, de nos jours. Comment répartir les ressources de manière plus équitable pour notre génération. Donc, la première étape, le premier pilier, si vous voulez dire, dans l'économie circulaire, c'est le pilier de l'approvisionnement durable. Ça, c'est le pilier de base qui concerne l'extraction, qui concerne l'exploitation des ressources. Donc, c'est en fait au moment d'exploiter de manière efficace les ressources en limitant donc les rebuts d'exploitation, en limitant tout ce qui est impact environnemental dans l'exploitation des matières énergétiques et minérales et dans l'exploitation agricole même. Et ça concerne tout acteur, qu'il soit public ou privé. Donc, si on passe un peu à la planche, les 7 piliers, donc la première étape, avant même le recyclage, donc le recyclage n'est qu'une étape, et finalement, c'est la fin donc, du produit. Donc, l'approvisionnement durable, c'est l'étape numéro 1. La deuxième étape dans l'économie circulaire, c'est l'éco-conception. Donc, on passe à la deuxième, voilà. Donc, la deuxième étape, si on peut faire aussi, même on peut le voir dans les autres planches, dans l'étape qui vise la conception du produit qui prend en compte donc, toutes les étapes du cycle de vie avant même de le produire. Et les entreprises doivent ici investir, doivent être innovatrices dans l'éco-conception. Donc, on parle de nouveaux concepts. Comment concevoir ce produit de manière écologique. En ce qui concerne peut-être les outils, en ce qui concerne les accompagnements. Comment concevoir des produits peut-être sobres lors de la construction, lors de leur usage. C'est là où c'est important de créer un produit déjà qui va répondre à ces critères économiques et en même temps environnementaux. Donc, le produit doit être conçu de manière à être facilement réparable. C'est ça l'idée. C'est qu'il faut le concevoir de manière à ce que sa maintenance soit prévue, soit durable, qu'il puisse être réutilisé. C'est-à-dire aujourd'hui, quand Apple produit un téléphone, elle fait en sorte à ce que les téléphones n'aient pas une durée de vie assez longue pour que les consommateurs puissent changer chaque année un nouveau modèle, une nouvelle option. Finalement, ça va à l'encontre
du concept même de l'économie circulaire, parce que finalement, il le produit à un moment où on doit changer, on n'a plus d'accessoires pour un téléphone, on n'a plus les updates nécessaires, ce qui fait qu'il nous pousse à aller dans la surconsommation. Donc, l'éco-conception doit aller plutôt dans la maximisation de l'usage. Elle doit aller plus dans le réemploi, voilà, donc dans le fait de fournir des produits qui peuvent être réparés, réutilisés. Et donc, finalement, c'est là où ça devient à la fin facilement à être recyclé. Donc, c'est-à-dire, je peux donner un exemple de Bioseptile, donc les brosses à dents en France, l'industrie Bioseptile, donc qui fabrique finalement des brosses à dents Bioseptile. Cette entreprise de brosserie française, elle utilise des déchets pour la fabrication. Je donne un exemple, les manches sont produites à partir de la bioplastique qui proviennent de déchets ou qui proviennent d'autres industries plastiques, à partir, par exemple, de coquilles Saint-Jacques concassées, qui proviennent des restaurateurs. L'entreprise s'adresse à des poissonniers pour amener les coquilles. Donc, finalement, c'est là où on voit l'effet de boucle. C'est la réutilisation de ces consommations intermédiaires, depuis les coquilles jusqu'au matériel plastique, jusqu'à la brosse à dents, pour arriver finalement à un produit final qui a été fabriqué à partir de déchets ou à partir de produits réutilisés. Donc, bien sûr que ça nécessite une démarche globale de responsabilité de l'entreprise, sûrement une responsabilité. Donc, l'écologie, sûrement parmi ces piliers. C'est ça, finalement, l'économie circulaire est assez vaste, mais elle se base principalement sur un pilier important, c'est l'écologie industrielle, qui constitue ici un mode qui se base sur l'échange entre les entreprises. Okay? Même aujourd'hui, au Liban, plus que jamais, on a besoin de cette mutualisation des besoins, mutualisation des équipements. Et c'est là où on a besoin, aujourd'hui, en temps de crise, qu'il y ait un échange d'informations, mais un échange de biens, d'équipements. Aujourd'hui, nos entreprises au Liban, celles qui restent avec la crise, celles qui restent fonctionnelles aujourd'hui, bon, elles ont besoin, au lieu d'acheter, au lieu d'investir dans un équipement nouveau, on n'a plus les moyens d'importer, on n'a plus les moyens d'acheter le capital technique aujourd'hui, on a besoin de réutiliser ce capital qui est déjà sur le territoire. Donc, il s'agit donc d'une mutualisation de pensée écologique, de mutualisation donc des pratiques. Je donne un exemple au niveau de cette mutualisation qui se fait aujourd'hui dans l'Union européenne. Donc, comment ils arrivent à parachever un marché de l'énergie dans l'Union européenne. Ils continuent à faire donc de l'autosuffisance énergétique entre pays. Et ça, c'est un exemple parce que nous, au Liban, on n'arrive même pas à le faire entre deux entreprises, entre deux entités. En Europe, ils arrivent à le faire entre pays. Et ça permet donc l'exploitation des ressources solaires. Un exemple intéressant, c'est qu'entre la France et l'Allemagne, on arrive à exploiter l'énergie. Le jour où il n'y a pas de soleil en Allemagne, on arrive à importer la clim, donc à partir d'un réseau d'énergie de la France. Donc, il y a comme un marché, comme une mutualisation des pratiques, mais bien sûr que ça nécessite des réseaux, ça nécessite des investissements, mais finalement, cette logique de mutualisation va réduire les coûts et en même temps, va maximiser l'intérêt de tous les acteurs. Un exemple qu'on peut aujourd'hui, en temps de crise au Liban, je ne sais pas, dans l'alimentaire, l'exemple de Phoenix, dans l'alimentaire Phoenix Startup en France. À partir aussi des déchets alimentaires, à partir de la création d'un réseau, ils arrivent à sauver de la poubelle des tonnes de déchets alimentaires. Aujourd'hui, au Liban, on a des gens qui n'ont même plus les moyens d'avoir le minimum au niveau de mode de survie, même au niveau de l'alimentation. Donc, avant la date de expiry, le consommateur peut acheter des produits moins chers
On peut créer des réseaux aujourd'hui au Liban et on a besoin de ça pour réutiliser ces produits alimentaires, comme le fait la start-up Phoenix, qui fait aussi des profits, c'est-à-dire ils arrivent aussi à faire un bénéfice à partir de la création de ces entreprises. Des fruits et des légumes peuvent être non vendus, ils peuvent être redistribués et à la fin de la durée de vie du bien, ils peuvent être distribués dans un zoo aux animaux. Finalement, tout produit peut être recyclé, tout produit peut être réutilisé. Donc, c'est une économie qui se base voilà, sur l'utilisation continue des produits. Donc finalement, pourquoi ça s'appelle circulaire? Donc je lis un peu dans les questions. Ça s'appelle circulaire parce que c'est en boucle, parce que le même produit ne va pas avoir une durée de vie et être jeté à la poubelle. Il va être réutilisé le maximum possible. Donc je réponds un peu à la question. Donc pourquoi elle s'appelle économie circulaire? Donc voilà. Donc l'État aussi nous dit qu'il y a un mode de commerce, de troc inter-entreprise. Exactement, c'est ça. L'économie circulaire, c'est une économie de troc. C'est une économie qui se base sur un échange d'un service contre un autre service, peut-être d'un bien contre un autre bien. Et je réponds aussi à Hanan qui me demande donc l'exemple de mutualisation, c'est l'échange justement, c'est l'échange de matériel d'une entreprise à l'autre. Au lieu d'acheter le même bien dans 2-3 entreprises, on va faire un contrat de leasing, on peut faire des contrats d'échange, on peut créer une entreprise qui se charge de faire des dons ou bien de faire des contrats de leasing entre entreprises qui est de nature de à réduire le coût de l'entreprise. Donc ça c'est important parce que finalement ce qui compte pour l'entreprise c'est le coût, réduction de coûts pour faire plus de profit et en même temps avoir également plus de profit à la fin. Et c'est mutuel parce que le bénéfice est mutuel. Finalement, les entreprises cherchent à faire un bénéfice mutuel. Donc, c'est pour cela que finalement, tout peut être recyclable. Mais là, l'idée clé ici, c'est de revenir à l'éco-conception, c'est-à-dire au moment même de la mise de ce produit sur le marché. Donc, voilà, je sais Pardon, pas Sarah, je ne sais pas si tu as répondu à la remarque de Rita qui dit qu'il existe un mode de commerce de troc inter-entreprise. Oui, voilà. Voilà. C'est l'échange, justement, j'ai répondu. Voilà, c'est que finalement, j'étais en train de dire qu'aujourd'hui, justement, au Liban, on a besoin de ça. Parce que même si peut-être on n'a pas la culture, moi je sais qu'on a vraiment travaillé pendant des années sur la transformation culturelle et tout. Ça prend des années peut-être, on commence avec un âge petit dans les écoles à intégrer cette culture de éco-citoyenneté, de changement de comportement. Ça prend des années. C'est un changement, donc une transformation culturelle et structurelle. Mais finalement, aujourd'hui, peut-être si on ne va pas dans le motif environnemental, on peut aller dans le motif économique, c'est-à-dire vous avez intérêt, c'est rationnel d'aller vers cette économie circulaire pour pouvoir convaincre les acteurs. Parce que juste convaincre les acteurs économiques, consommateurs ou entreprises, convaincre les acteurs juste pour dire que c'est pour l'environnement ou bien pour les générations futures, on sait qu'un agent, tout agent, ça c'est voilà pour les économistes qui sont avec nous, donc tout homo economicus, c'est un agent qui ne cherche qu'à maximiser son intérêt personnel. Par définition, il ne cherche pas à penser aux générations futures. Mais peut-être que le jour où il sera convaincu par coûts et avantages, que c'est dans son intérêt personnel, qu'à long terme, quand il fera son tableau, son calcul, le fait de passer à l'économie solaire, même si aujourd'hui il paye $5 000, mais que finalement, à long terme, il s'agit d'une économie d'énergie ou économie d'argent, finalement, il ira dans ce choix. Donc, on pourra aller finalement dans l'objectif plutôt économique aussi, c'est-à-dire que c'est rationnel, il est rationnel d'aller
dans l'économie. Pardon, Sarah, juste pour gérer le temps, est-ce que tu serais d'accord qu'on présente brièvement les 7 piliers pour qu'on ait une vue d'ensemble des 7 piliers et pour qu'on ait aussi un moment d'échange? Donc, si on peut brièvement avancer sur les autres piliers. Les 7, voilà. Donc, on était à l'économie parce que c'est-à-dire j'ai donné un peu trop d'exemples peut-être pour que ça soit un peu concret. Le 4e pilier, c'est l'économie de la fonctionnalité qu'on peut aujourd'hui privilégier au Liban. C'est-à-dire c'est l'usage passer de l'usage de la possession à plutôt au service, c'est-à-dire vendre un service plutôt que vendre un bien. Au lieu d'acheter une photocopieuse et mon voisin qui achète une photocopieuse, on va créer un nouveau business dans la photocopie et donc finalement il y aura une photocopieuse et à ce moment-là on va vendre le service et en même temps on va économiser cette pratique d'économie de la fonctionnalité qui privilégie donc cet usage de la possession. Elle va donc réduire la consommation de biens mais plutôt favoriser cette économie horizontale qui est plutôt dans le cadre de l'économie collaborative. Collaborative, c'est partager donc les services dans un cadre de plateforme. Et là, c'est la condition, c'est la création d'une plateforme pour communiquer un peu les échanges. Donc ça, c'est aussi un pilier important. Un autre pilier, le 5e, c'est la consommation qui est responsable, qui se base sur un mode de consommation qui nous conduit à effectuer des choix qui préservent l'environnement. Et au niveau de ce choix-là, on avait donné l'exemple, on a des enfants tous, au lieu d'acheter les livres, on va aller à la foire des livres, échanger nos livres. On va par exemple d'achat de produits qui sont moins polluants. Donc finalement, penser à faire dans le cadre du même immeuble du covoiturage, gagner en même temps de pouvoir d'achat, même si peut-être ce pilier, il est des fois au Liban, il a toujours été difficile à appliquer parce que le consommateur libanais privilégiait dans le temps beaucoup plus le show-off et la surconsommation. Mais peut-être qu'aujourd'hui, on est peut-être obligé de passer à cette consommation. On a tous été obligés à un moment de passer à cette consommation plutôt responsable. En allongeant justement cette durée de vie du produit. Donc, en ayant recours à la réparation. Peut-être qu'aujourd'hui, on a dans nos pratiques eu recours à l'achat d'occasion, de produits d'occasion, de seconde main, de réemploi, de réutilisation de nos produits. Donc, on est en train, pour allonger la durée de vie des produits, penser à bien entretenir nos équipements, peut-être à nous-mêmes réparer, des fois, donc développement de nouveaux métiers, de nouveaux marchés aujourd'hui au Liban, les couturières ou autres, mais finalement, pourquoi ne pas penser nous-mêmes à réparer nos produits et à donner finalement une seconde vie aux objets. Donc, que ce soit au niveau des ventes, de réemploi ou d'utilisation, donc finalement plus responsable des objets. Donc, finalement, le 7e pilier, c'est le pilier du recyclage. Donc, ce n'est qu'un des 7 piliers qui s'inscrit, donc bien sûr, c'est un des 3 champs principaux parce que finalement, c'est ce pilier qui va nous permettre de renforcer ce cercle et donc cette action circulaire de nos produits. Donc, voilà, donc 7 piliers, 3 champs de l'économie circulaire, le champ de production, l'offre et de biens et services, un champ qui concerne sûrement le comportement du consommateur et un 3e champ d'action qui concerne donc le recyclage. Donc, si on veut récapituler dans cette section, donc finalement, voilà des champs qui engagent dans l'économie circulaire les 5 R, refuser donc de gaspiller, réduire la consommation, réutiliser les produits, recycler et finalement rendre à la terre et rendre aux générations futures les ressources. Donc, il s'agit d'une responsabilité, finalement, elle doit être partagée et on est tous concernés en tant qu'entreprise, consommateurs, État local, mais aussi État central. L'État local,
au niveau des municipalités. Donc, beaucoup de municipalités au Liban ont été vraiment un pilier au niveau des activités de recyclage, de traitement des déchets, des campagnes de sensibilisation, même si ça a été donc fait au niveau de quelques municipalités, mais finalement, donc, il faut aller finalement dans ce sens-là pour généraliser les modèles qui ont réussi dans certaines municipalités au Liban. Donc, voilà. Ça, c'est un peu, je ne sais pas si... donc, pour les conditions, sûrement, il y a des défis. Donc, ça, c'est-à-dire, il y a beaucoup d'avantages, mais sûrement, il y a des défis au niveau de l'économie circulaire. Voilà, donc... pour toutes les étapes de cycle de vie, mais le défi principal reste ici le rôle de l'État. Le rôle de l'État a un rôle important à jouer dans la transition, parce qu'il s'agit en fait d'une transition. Le rôle principal de l'État serait au niveau des politiques environnementales, serait au niveau du financement, serait au niveau du suivi qu'il peut apporter, que ce soit technique ou financier, à tous les agents, que ce soit donc aux entreprises ou bien aux consommateurs. Donc, il y a sûrement un rôle à jouer au niveau des politiques climatiques. On ne va pas trop s'attarder sur le cas des pays développés. Donc, mais on peut présenter très, très brièvement ce que les pays développés, les gouvernements ont développé dans le modèle de l'économie circulaire. On peut donner l'exemple de la France. Donc, l'exemple de la France intéressant, voilà, c'est pour ça que je dis, ce n'est pas un concept nouveau, qui depuis 2013, l'État français a créé des indices de réparabilité pour inciter les agents à allonger la durée de vie de leurs produits. Il a fait par exemple un indice pour mesurer la durée de vie de 5 produits, lave-linge, ordinateur, tondeuse à gazon, des smartphones, des téléviseurs, et pour inciter donc finalement les agents à allonger la durée de vie de leurs produits. L'État en France a mis en place des plans d'action transition écologique, il a financé, il a subventionné les acteurs. Donc, en France, par exemple, si on prend, on peut passer juste aussi les planches qui suivent, parce que c'est intéressant à voir un exemple pour voilà, le cas, bon, bien sûr que... À quel diapo tu veux que j'arrive, voilà, la suivante aussi, voilà, donc, parce que je ne veux pas vraiment qu'il y ait trop de frustration pour voir ce que la France ou les pays développés ont fait. Mais voilà, donc pour l'exemple, je donne un exemple simple, le financement des pompes à chaleur en France. L'État français subventionne dans l'ordre de 10 000 euros par ménage. Donc, il est capable de donner jusqu'à 10 000 euros à financer, à subventionner les agents économiques s'ils sont capables de transformer, donc, dans le cadre des pompes à chaleur, pour transformer l'énergie thermique d'un milieu vers un milieu à haute température pour économiser de l'argent, pour chauffer et réduire, donc alléger la facture. Mais finalement, au Liban, c'est-à-dire, c'est pour cela que on a besoin, sûrement dans tous les pays développés, on a besoin de l'État. On peut compter aussi sur le rôle de l'État central, sur les municipalités. Ça, c'est aussi une condition pour assurer le passage à cette transition au recyclage, à la réparation. Bon, les municipalités aussi peuvent sensibiliser. Les municipalités peuvent également aider les acteurs dans le recyclage, dans le traitement des déchets, dans les campagnes de sensibilisation. Donc, finalement, c'est l'acteur qui est le plus proche, la municipalité, c'est l'acteur le plus proche du citoyen. Donc, c'est pour cela que c'est important, parce que c'est le plus efficace finalement, parce que ça implique finalement une interaction entre tous ces acteurs-là. Et la municipalité peut jouer ce rôle modérateur entre l'État central et le citoyen. Donc, ça, c'est un peu pour un modèle
voilà, un modèle théorique, un modèle qui est trop loin donc du contexte libanais. Mais ce qui nous intéresse à nous tous aujourd'hui, c'est de voir comment peut-on envisager une économie circulaire en temps de crise. Et est-ce que, à votre avis, je ne sais pas si on peut lancer une petite question, avoir votre avis, voilà, votre feedback, pour voir, à votre avis, est-ce que vous croyez que c'est possible aujourd'hui d'envisager une économie circulaire qui commencerait peut-être par le citoyen? Donc, je ne sais pas si, voilà, si on peut... Donc, on a lancé le questionnaire, on a lancé le poll. Si vous pouvez juste répondre, on va vous montrer les résultats tout de suite. Donc, ça serait intéressant de répondre à ce petit sondage qu'on a lancé. Et j'espère que ça ne va pas être trop pessimiste. On va voir. Donc, il y a combien de répondants jusqu'à maintenant, Céline? Around 40. Donc... 40. Voilà. Donc, allez-y, répondez à ce question, parce que plus on a accès à vos représentations, mieux ça vaut. Voilà, dans quelques secondes, on affiche les résultats. Oui, 60% des participants ont voté. Voilà, on peut afficher peut-être. Ok. Oui, donc ça, c'est vraiment encourageant. Voilà. Voilà, donc on a 85% qui pensent que oui, 11% non et 4% je ne sais pas. Voilà. Moi, honnêtement, vous savez, quand j'ai commencé, c'est-à-dire quand on est dans la recherche, ma réponse à moi, si j'avais à donner une réponse, c'était non. Parce que quand à travailler les modèles d'économie circulaire dans le monde, on voit que c'est vraiment trop loin de notre contexte. Mais finalement, je suis en train d'essayer de présenter un modèle particulier au cas libanais qui commencerait peut-être par le citoyen. Je ne sais pas si on peut construire nous-mêmes un modèle particulier parce que vraiment, on a une économie, un modèle économique particulier dans le monde. Parce que dans le monde, finalement, c'est l'État qui finance. Chez nous, c'est peut-être toutes les initiatives proviennent du citoyen et proviennent de l'initiative privée. Même, on ne peut même pas parler de partenariat public-privé parce que le public mène des politiques, généralement, on l'a déjà vu pendant toutes ces années, qui ne maximiseraient que des intérêts personnels. Oui, d'ailleurs, au niveau de la Fondation Diane, il y a pas mal d'initiatives en termes de l'économie circulaire. Diana, tu veux dire un mot sur les startups de la Fondation? Je ne sais pas si Diana est avec nous. Peut-être, oui. Je pense qu'elle a quitté, elle n'est pas avec nous. Je vois pas son nom. OK. Donc, on continue? Voilà. Donc, c'est-à-dire, moi, tout ce que le modèle, on peut continuer avec cette section pour montrer, et ça, je pense que c'est la section qui nous intéresse tous, c'est la crise, c'est-à-dire comment... Oui, je suis désolée, j'étais en train de parler alors que c'était mute. Oui, je veux dire qu'à la Fondation, on ne se suffit pas de donner des conseils et de parler théoriquement. Nous sommes en train d'appliquer l'économie circulaire avec les 12 startups que nous finançons et que nous gérons et qui toutes ont sont toutes une application de l'économie circulaire. Par exemple, je peux vous citer Compost Baladi qui fait du recyclage de déchets. Je peux vous citer Carpolo qui fait du carpooling. Je peux vous citer l'atelier du miel qui utilise les ressources naturelles, c'est-à-dire le miel fait par les abeilles et d'une façon tout à fait naturelle pour en faire une industrie. Je peux vous citer par exemple Takabar qui travaille avec des farines qui sont d'origine écologique et qui en fait des produits qui sont organiques et qui les vend. Et on a énormément de demandes de jeunes. On voit que la jeunesse est très intéressée par l'économie circulaire. D'ailleurs, vous savez, l'économie circulaire, c'est un concept qui est très moderne, mais il existe depuis vraiment très, très, très longtemps. Par exemple, en France,
depuis des siècles et des siècles, les forêts sont utilisées d'une façon circulaire. Comment? C'est-à-dire qu'au lieu de couper des arbres qui sont bons, ils coupent les arbres qui sont mauvais pour les autres arbres et ils utilisent ces arbres-là pour faire du bois pour les cheminées ou pour les meubles ou pour tout genre d'industrie. En fin de compte, c'est améliorer la nature et tirer d'elle les meilleures ressources pour en faire des produits soit à consommer, soit à utiliser. Et c'est ça l'économie circulaire. Et moi, je suis très fière de la Fondation qui non seulement prêche pour une économie circulaire, mais qui l'applique tous les jours avec une équipe qui ne fait que gérer des startups qui sont écologiques et qui appliquent ce genre d'économie. Voilà, merci Sarah. Merci Diana. D'ailleurs, dans le chat, juste un petit briefing de ce qui a été dit. Il y a Antoine qui dit que l'économie circulaire, justement, comme a dit Diana, nos parents et surtout nos grands-parents l'utilisaient déjà. Il y a une tradition libanaise de partage des outils, des moyens, des habits. Par ailleurs, on donnait les restes organiques aux animaux dans les familles, etc. Donc, c'est quelque chose qu'on pratiquait de manière spontanée. Il y a Chiara Pioai qui dit de quelle manière le pilier 6 est-il bénéfique aux entreprises? C'est comment le pilier 6 pourrait servir aux entreprises, Sarah? Oui, justement, juste qui a posé la question? C'est Chiara Pioai. Chiara. Donc, en fait, merci Chiara pour cette question. Parce que, en fait, tu nous rappelles, le pilier 6, c'était lequel, le pilier 6? Le pilier 6, c'est l'allongement de la durée d'usage pour le consommateur. En fait, c'est une question pertinente parce que justement, ce pilier va à l'encontre de l'intérêt de l'entreprise. Donc, c'est là où j'avais donné l'exemple de Apple qui n'a pas intérêt à allonger la durée de vie. Mais peut-être, voilà, c'est que les entreprises, en tout ce qui concerne les consommations intermédiaires, les produits qu'elles utilisent, elles auront intérêt à allonger la durée de ces consommations-là, de ces produits-là. Mais quand il s'agit du produit final, l'entreprise n'a pas un intérêt à allonger la durée de vie. Et c'est là où tombe c'est-à-dire la responsabilité du consommateur. Et c'est pour ça que c'est important que finalement, l'entreprise n'a pas intérêt au contraire à ne pas faire le update pour que tu changes le portable. Et c'est là où le consommateur doit contourner finalement ces règles pour pouvoir allonger, pour pouvoir réparer. Donc finalement, c'est pour ça que tous les acteurs doivent être impliqués dans cette économie et que finalement, l'entreprise, non, laissée à elle-même, rationnelle, elle n'a pas intérêt elle a intérêt à vendre plus. L'exemple des Lego, ils ont intérêt à innover et pour justement vendre chaque année d'autres. Oui, comme tu as dit, donc l'exemple de Lego, l'exemple de l'Apple que tu as donné. Et il y a Rita qui dit pour qu'il y ait un changement, donc des initiatives doivent être à l'échelle plus locale que nationale, c'est-à-dire commencer à prendre des initiatives de façon locale. Il y a Michel Jarrach qui dit on doit profiter des temps de crise pour inclure le développement. Maï Elian qui dit qu'elle est vraiment convaincue à partir de cette présentation et que nous devons tous travailler, aller dans ce sens. Blanca qui dit il y a beaucoup de défis dans la situation de crise, mais il est devenu évident qu'on ne peut plus continuer comme ça et que l'économie circulaire pourrait éventuellement nous aider. Et juste avant peut-être de continuer donc la discussion et la présentation, si des personnes sont intéressées par aller plus loin au niveau de ce concept et de bien comprendre même les autres objectifs de développement durable, la chaire lance un MOOC, une formation en ligne de 7 webinaires qui donne naissance à un certificat Certificate in Sustainable Business pour le business vert. Et donc, si des personnes ici présentes sont intéressées par obtenir un certificat en Sustainable Business, ce business vert, n'hésitez pas à vous inscrire à cette formation qui va être assurée par d'éminents conférenciers qui viennent de UNDP et d'ailleurs.
On vous enverra évidemment le flyer. Il y a un module sur les SDGs, sur l'économie. On peut voir peut-être très rapidement les 10 axes, Céline, si tu fais défiler le flyer. Donc, on a le module 1 sur les SDGs, le 2 sur l'économie et l'énergie de transition, le 3 sur le climate change, le 4 sur le sustainable business, le 5 sur inclusive leadership, le 6 sur opportunity for circular economy, Sarah, elle donnera cet axe aussi, le 7 sur innovation in the business world, le 8 sur sustainable agriculture, le 9 sur mental health, le 10 sur monitoring and evaluating. Donc, vous avez le lien d'inscription sur le chatting. Vous pouvez cliquer et vous inscrire si vous avez envie. Comme vous pouvez scanner le QR code qui est ici, vous avez accès à l'inscription. Et donc là, c'est un certificat très innovateur. Il est nouveau dans la région. Il est complet et il cible les 17 objectifs de développement durable. Voilà, j'ai voulu juste vous en parler, mais on vous enverra, je ne vais pas prendre votre temps, on vous enverra tous les détails. Plus tard, on pourra en discuter. Maintenant, donc, je propose qu'on continue, Sarah. C'est passionnant ce que tu nous dis. Donc, au Liban, alors, tu vas nous dire… Au Liban, tout d'abord, je suis vraiment ravie d'avoir les résultats de notre petite enquête pour voir qu'on est vraiment optimiste pour aller dans ce sens. Pour envisager, oui, on peut bien sûr envisager de l'économie circulaire, mais peut-être qu'il faut créer un nouveau modèle. Il faut qu'on crée notre propre modèle particulier à notre économie libanaise. Je pense qu'avec la crise, donc je commencerai par un exemple, l'exemple donc du revenu moyen du Libanais. Le Liban, avant la crise, avait un revenu moyen mensuel de $1 000 selon les données de la Banque mondiale par mois. Donc, un Libanais pouvait se permettre de changer chaque année son téléphone et de ne pas allonger la durée du cycle de vie de ce produit, de son portable. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec la crise, avec la dévaluation, avec la baisse de notre pouvoir d'achat, donc finalement, qu'on se retrouve aujourd'hui avec un salaire minimum le SMIC de $40 par Libanais. Le Libanais, qui était un agent à revenu moyen supérieur dans le monde, se retrouve aujourd'hui parmi les citoyens les moins bien payés, les plus pauvres peut-être dans le monde. Donc finalement, aujourd'hui, la crise économique nous pousse à aller dans l'économie circulaire. Donc je pense aussi que ce n'est pas un choix, qu'on a été tous, qu'on le veuille ou pas, étaient engagés dans l'économie circulaire, même si on ne savait pas de quoi il s'agit. Mais finalement, on a été tous obligés, à un moment ou à un autre, d'aller réparer nos affaires ou de ne pas changer un téléphone qui s'est cassé ou de réutiliser ou de donner ou de prendre. Donc finalement, aujourd'hui, on passe par une période de crise et peut-être beaucoup plus qu'une crise économique, plus qu'une crise économique. Donc, on est dans un cadre complètement de défaillance de l'État. L'État, à un moment, il n'était même plus capable de régler ses dettes en 2019. Avec tout ce qu'on a parlé donc, de produits d'ingénierie financière, de politique monétaire, donc finalement, la crise ne cesse de s'aggraver aujourd'hui. On passe par une crise, pas seulement économique, mais finalement, on voit aujourd'hui qu'elle a eu des répercussions également sur le social. Donc, cette mauvaise conjoncture par laquelle passe le Libanais, même si, entre parenthèses, le Libanais, en quelque sorte aussi, il a été responsable au niveau de son choix, au niveau de ses votes, peut-être de voter en fonction des affiliations religieuses ou confessionnelles. On a contribué en quelque sorte, et je pense qu'on est tous, et j'espère qu'on va être tous conscients un de ces jours, que finalement la crise n'est que le résultat de mauvais choix pendant des années, depuis la guerre jusqu'à nos jours. Donc finalement, aujourd'hui, le problème du Liban, ce n'est pas seulement la crise, c'est un problème de mauvaise gouvernance. Donc c'est un problème, gouvernance, là aussi c'est un concept assez large, donc de dire que finalement, on gère mal. Ce n'est pas un problème d'insuffisance des ressources. Il ne s'agit pas seulement d'insuffisance de ressources. Il s'agit aussi de mauvaise gestion. En se référant à un indicateur de la Banque mondiale, le Worldwide Governance Indicator, c'est les derniers chiffres publiés sur le Liban en 2020. Donc, on voit que
tout ce qu'il y a comme accountability, donc voice and accountability, donc voix et responsabilité. Donc, ils accordent une note au Liban en fonction donc, des études faites par la Banque mondiale. Ils accordent une note sur 100. Donc, si la note s'approche plus de 100, c'est qu'il y a une bonne gouvernance dans le pays. Et ce qui est vraiment malheureux, c'est de voir que toutes nos notes sont presque proches de zéro. Donc, on fait partie des pays qui ont la pire expérience au niveau de la gouvernance. Les indicateurs le plus faible, c'est l'efficacité du gouvernement. Donc, on a une note de 11 sur 100. Donc, on fait partie, donc notre gouvernement et nos gouvernements font partie finalement les plus inefficaces. Et cette mauvaise gouvernance, le problème, c'est qu'on n'arrive pas à contrôler cette corruption. Notre gouvernement, non seulement il n'a plus les moyens, mais avec les moyens qu'il a, il n'arrive plus à gérer et on ne sait plus où dépenser et comment dépenser. Mauvaise gouvernance, voilà, tout est relié. À la fin, aujourd'hui, pourquoi l'État libanais ne met pas en place un modèle d'économie circulaire? Pourquoi? Parce que finalement, ce gouvernement est un gouvernement, on le sait tous, corrompu, selon aussi des indicateurs. On est l'indicateur de Transparency International qui mesure la corruption à partir de la perception des citoyens sur le comportement dans l'administration publique, dans l'État. Donc finalement, on a obtenu pour l'année 2021 le score le plus faible, 24, alors que en 2004-2005, on avait vraiment pu hausser le score jusqu'à 40 sur 100. Donc là aussi, ce score retombe jusqu'à 24, ce qui nous classe donc, dans les pays les plus corrompus au monde. Aujourd'hui, donc, est-ce qu'on peut demander à l'État, un État déjà corrompu, un État déjà en crise, un État déjà en faillite, dans une économie où on a plus que 100% d'inflation, où on a plus que 100 milliards de dollars de dette, est-ce qu'on peut demander à l'État de nous soutenir dans notre transition écologique? On va voir que la réponse est non. C'est pour ça que je vous dis, j'ai été un peu surprise par le chiffre. Voilà, donc finalement, on peut finalement passer à cette économie circulaire, mais ce qu'on préconise dans le cadre de notre présentation aujourd'hui, c'est qu'elle ne doit pas commencer par l'État. Donc, elle doit nécessairement commencer par les citoyens. Elle doit nécessairement commencer par les ONG. Elle doit nécessairement commencer par les acteurs, par le bas, parce que malheureusement, on vit dans un pays où la corruption, elle est donc généralisée. Parlons de petite, de grande corruption. On parle de corruption publique et de privée. Donc, elle sévit au niveau de tous les acteurs, elle sévit au niveau des pratiques du quotidien de tous les jours. Et donc, on ne peut pas attendre d'un gouvernement corrompu et d'un État en crise de venir nous soutenir dans cette réforme et dans cette transformation. Donc, finalement, ça doit venir de la part des citoyens. Et pourquoi? Parce que finalement, elle a beaucoup d'avantages. Donc, là encore, je vais vous dire, donc si vraiment, je ne suis pas là pour faire un cours, ni de présenter, mais rapidement, au niveau de l'économie, au niveau des acteurs, on voit que cette implémentation de l'économie circulaire, elle peut avoir des avantages pour l'entreprise en termes de bénéfices, en termes de réduction des coûts de production. Elle peut augmenter la valeur ajoutée. Comment la valeur ajoutée? Si par exemple des entreprises aujourd'hui au Liban passent à un label écologique, à un label qui est plutôt green, protection de l'environnement ou bien social, peut-être que cette entreprise-là pourrait améliorer sa compétitivité. Pas seulement prix, mais elle pourra également améliorer sa compétitivité hors prix, parce qu'on pourra nous-mêmes, en tant que consommateurs, demander des produits qui vont être au service de personnes en besoin, de personnes démunies. Donc finalement, les entreprises qui vont aller dans le sens du green peuvent aussi améliorer
leur compétitivité, leur vente et promouvoir également des stratégies innovantes. Excuse-moi, Sarah, je ne veux pas Oui, t'interrompre, c'est passionnant, mais juste pour gérer le temps, oui, oui, bien si sûr. on peut se donner encore 5 minutes peut-être pour conclure. Oui, oui, Oui. bien sûr. Donc voilà, donc aussi donc voilà, c'est au niveau du social, au niveau donc du vert, donc tout ce qui est économie verte. Et je voulais, si on n'a pas vraiment tout le temps de le faire, mais insister sur l'idée de la création d'emplois. C'est que l'économie circulaire crée 300 000 emplois en France chaque année. Donc finalement, si on arrive aujourd'hui au Liban à créer de nouveaux marchés, ce développement et cette promotion de cette économie pourrait être aussi au service, comme on l'avait vu, de l'environnement, du social, mais aussi au niveau des jeunes, parce que là aussi dans le chat, c'est vrai, c'est-à-dire, je lis un peu en même temps que ça pourrait surtout aujourd'hui soutenir l'emploi des jeunes. Et c'est pour cela que, comme Karine le souligne dans le chat, on a besoin aujourd'hui de donner une opportunité aux jeunes pour trouver un emploi, pour ne pas immigrer. Donc, beaucoup d'exemples. Là, on peut aller vraiment très rapidement dans les photos pour voir qu'il y a eu beaucoup d'initiatives au Liban. Donc, le marché EcoSouk, le souk Hamra, Zero Waste Store, pour revendre des produits recyclés. La création, donc, aussi de Liban Troc sur Facebook. On a beaucoup et ça pourrait intéresser les jeunes aujourd'hui, de créer eux-mêmes des plateformes pour mettre en commun et mutualiser justement les besoins dans le cadre d'échanges ou de vente de produits pour éviter le gaspillage. On peut voir aussi, voilà, Washed and Found, les marques de luxe vintage d'occasion qui ont été créées par aussi une jeune Libanaise, Maya Abdoura, qui va également insister sur ce concept de Washed and Found, qui en même temps, c'est important à noter que finalement, c'est des activités à but lucratif. On peut se faire de l'argent, c'est pas seulement des ONG, c'est pas seulement pour aider, mais finalement, les agents peuvent se faire aussi de l'argent, surtout pour les jeunes, de l'argent avec ça. Make Sense aussi qui apporte une aide technique à toutes les entreprises, à la communauté qui souhaite, aux citoyens et aux entrepreneurs, Recycle Beyrouth et plein d'autres, voilà, d'autres exemples de compost Baladi. Diana l'a présenté aussi, et plein d'autres associations. Et même, j'avais, voilà, donc présenté Arc-en-Ciel qui a été aussi un pilier dans tout ce qui est recyclage, compost ou autre. Donc, finalement, il y a beaucoup d'initiatives. Donc, c'est un grand titre, c'est un grand chapeau. Mais voilà, si on veut vraiment conclure ou investir, quel enseignement en tirer? Donc, ce qui est intéressant à noter, c'est que finalement, il nous faut une stratégie, mais une stratégie, peut-être, on n'attend plus l'État, une stratégie qui va émaner beaucoup plus de nous, du citoyen, à l'échelle de notre communauté, à l'échelle de notre petit village, même à l'échelle de notre petite entreprise, de l'université, de notre immeuble. Donc, la clé, si on veut retenir des conclusions ici, c'est que finalement, il nous faut une transformation culturelle. Et il faut que les entreprises aussi, qu'elles intègrent dans leur politique cette culture écologique. Ce qui est, voilà, aussi intéressant à noter, c'est qu'il faut beaucoup plus de crédibilité de la part du citoyen, beaucoup plus d'engagement peut-être de la part du citoyen pour améliorer, donc intégrer un peu plus cette résilience au changement. Il ne faut pas résister au changement. Donc, c'est finalement un changement qui va maximiser l'intérêt de tous. C'est un changement qui va créer des emplois. C'est un changement, l'exemple des banques en France, bon, finalement, elles sont là pour soutenir le système. Au Liban, on ne l'a pas peut-être, mais au Liban, on peut valoriser l'éducation à l'éco-citoyenneté. Ça doit commencer par la nouvelle génération et qu'il faut à un moment, voilà, penser à notre vie future, à la planète et réconcilier en même temps les objectifs et les piliers économique, le pilier sociétal et le pilier environnemental. Voilà, donc finalement, ça commence par le citoyen et
finalement, ça commence à l'échelle de chacun et qu'il faut penser long terme. C'est ça l'idée, c'est qu'il faut penser à l'intérêt et aux bénéfices qu'on va vraiment récolter pour le long terme. Donc, j'avais présenté l'exemple de la chaire comme pilier aussi au niveau du pays, qui est devenu aussi une référence pour nous dans le domaine de l'éco-citoyenneté. Bien. Merci. Donc, voilà, j'aimerais bien aussi... Voilà. Merci, Sarah. C'était très intéressant. Merci à vous. Et donc, ça, moi, j'invite tous les jeunes et moins jeunes à penser out of the box. Tout le monde pense devenir avocat, médecin ou travailler dans le commerce traditionnel. Il faut que les jeunes pensent qu'il y a du business dans tout ce qui est écologique et dans tout ce qui est économie circulaire. Et ça, c'est vraiment des ouvertures pour le futur, pour tous les jeunes aussi, particulièrement. Moi, je vois combien de jeunes viennent proposer chez nous des entreprises et des idées à développer et dans lesquelles nous les aidons quand nous pensons qu'elles sont profitables. J'invite tous les présents à aller regarder dans le website de Fondation Diane s'ils ont envie de voir quelles sont les startups dans lesquelles nous finançons et nous gérons, nous aidons au développement et ils verront quelles sont les idées qui sont dans ces startups. Ça peut peut-être les inspirer et leur donner envie de faire à leur tour une idée à laquelle quelqu'un d'autre n'a peut-être pas pensé, mais qui serait une idée qui développerait quelque chose de bon pour le Liban. Donc, je vous incite tous à faire des recherches de ce côté et le website de Fondation Diane peut vous donner certaines idées. Merci Sarah, c'était vraiment quelque chose de très important, ce dont tu as parlé. Moi-même, j'ai appris des choses avec toi aujourd'hui et tes différentes étapes sont super bien expliquées et je n'avais jamais pensé d'une façon aussi structurée et précise. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup Diana. Donc là, on va ouvrir un peu l'échange et le débat. On a encore quelques minutes. Donc, ça serait bien si vous pouviez ouvrir vos caméras pour que de manière très informelle, on discute ensemble. Entre-temps, donc Céline a mis sur le chat box les coordonnées de la chaire, le numéro de téléphone, l'adresse, le webmail. N'hésitez pas à nous écrire pour n'importe quelle demande en termes de formation, de webinaire, d'assistance, des startups pour la fondation. Donc, vous avez toutes les coordonnées dans le chat. Je vais revenir un peu sur ce qui est écrit, puis on ouvre le débat. Donc, il y a Zayn qui dit, est-ce qu'on peut avoir l'enregistrement? Donc, si Sarah est d'accord, on peut envoyer l'enregistrement et les diapos même. Bien sûr, les PowerPoint aussi. Voilà, on vous enverra sous forme de PDF tout le PowerPoint. Céline aura la gentillesse de le faire. Tout le PowerPoint et l'enregistrement. Donc, voilà, donc des témoignages que c'était intéressant. Je vais voir s'il y a des questions. Voilà, je remonte un tout petit peu. Il y a Blanca qui dit je suis aussi comme Dalida particulièrement intéressée à approfondir sur le potentiel du secteur agricole. Donc, un approfondissement sur cette question en lien avec le secteur agricole. On pourra dédier un webinaire à ça, en fait, le lien entre l'économie circulaire et l'agronomie et l'agriculture. Et l'agriculture, ça c'est Céline, un sujet qu'on peut retenir. Zayn qui dit, alors est-ce que les citoyens, avec l'action des ONG et la communauté, peuvent appliquer avec efficacité l'économie circulaire avec la mauvaise gestion et l'absence d'un plan d'application de l'État? Est-ce qu'on peut, même si l'État fonctionne tel qu'il fonctionne,
Est-ce qu'on peut faire quelque chose, Sarah? Oui, voilà, justement, c'est ça, c'est que nous, on n'attend pas l'intervention de l'État comme on l'avait vu avec sa mauvaise gouvernance. On peut même aller jusqu'à une circulaire qui a été émise par la BDL en 2013 sur le financement des startups au Liban. Et Diane aussi, elle est au courant parce que finalement, la BDL voulait débloquer un fonds de 1 milliard, allant jusqu'à 1 milliard de dollars, donc 1,5 point du PIB, pour financer les startups dans le domaine des technologies. Et ça a été débloqué. Et ce 1 milliard de dollars, il fait partie de notre dette publique des 100 milliards. C'est-à-dire, nous-mêmes, on est aujourd'hui en train de payer ce milliard de dollars, mais finalement, on a les fonds au niveau de l'État, mais on n'a pas finalement l'efficacité. Donc, on a l'argent. C'est pour ça que c'est un problème de mauvaise gouvernance, mais pas d'absence de fonds. On a les fonds, mais on ne sait pas les utiliser. Alors que dans le domaine du privé, donc ça, c'était 1 milliard qui s'est évaporé. Donc, dans le domaine du secteur privé, on a vu que depuis tous les événements, la crise et autres, ce sont les ONG au Liban qui interviennent et qui prennent la place de l'État, finalement. Finalement, on a été efficace depuis la guerre jusqu'à aujourd'hui. Le secteur privé a assuré donc l'offre privée de biens, même si c'est un bien collectif, un bien qui était supposé être offert par l'État. On a présenté un modèle au Liban. Voilà. Et si vous pouvez fermer vos micros quand vous n'intervenez pas, s'il vous plaît. Donc, il y a Dalida qui dit, encore une fois, à propos donc, du secteur agricole, donc là, c'est un besoin, on va le faire, on vous promet de mettre en place un webinaire pour étudier ce lien entre économie circulaire et secteur agricole. Oui, je comprends un peu le souci parce que le problème au Liban, on a les ressources, pas seulement pour l'agriculture, que ce soit pour l'énergie solaire et éolienne, c'est-à-dire nous disposons des ressources pour justement avoir un modèle particulier, un modèle innovant dans le domaine de l'économie circulaire au Liban. On dispose du soleil, de l'eau, mais finalement, aujourd'hui, l'exemple type, c'est l'exemple de l'électricité. Chaque année, 2 milliards de dollars, là aussi, c'est la moitié de la dette publique avec les 30 dernières années. Et alors que finalement, l'alternative existe. Mais il s'agit c'est la décision politique qui nous arrête. Est-ce que parmi les personnes présentes, quelqu'un souhaite prendre la parole comme ça de manière spontanée pour poser une question avant de clôturer? Quelqu'un aimerait intervenir ou poser une question? Donner un témoignage aussi parce que finalement, on est tous impliqués sans savoir pourquoi l'économie. Oui. Alors, je vais donner la parole à Sœur Marie, ensuite à Joseph. Oui. Moi, je voudrais vous dire un grand merci parce que cette présentation, je l'attendais. Je me suis tout de suite inscrite parce que ça répond complètement à notre projet, parce que nous, à l'école, nous avons signé avec le mouvement Laudato Si. C'est la plateforme internationale qui englobe tous les systèmes d'environnement, pas seulement le cri de la terre et le cri des pauvres. Donc, et nous avons commencé, nous avons fait l'auto-évaluation, nous avons trouvé que nous sommes très, très loin. Et je ne savais pas par où commencer. C'est un chantier et j'avais senti que vraiment nous avons besoin d'un support. Peut-être de la Fondation Diane, nous avons besoin de support parce qu'on ne sait pas quoi faire. Par exemple, nos papiers vont aller où? Maintenant, on n'a plus le moyen de les amener, ça coûte très, très cher. Le plastique, où on peut le faire? D'ici, là où je suis à Bagdad, il n'y a pas de recyclage. Ce n'est pas un souci pour la municipalité. Donc, on se sent enthousiaste, passionné pour les questions d'environnement et développement durable, mais on se sent seul. Et je ne sais pas, c'est un souci que j'ai voulu partager, mais ça me passionne et j'aimerais vraiment qu'on se mette ensemble, ceux qui pensent vert, ceux qui veulent agir vert, qu'on soit vraiment ensemble pour être efficace et pour entraîner, comme vous dites, maintenant la nouvelle génération avec nous et que ce soit une culture. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sœur Marie. Vous êtes une fidèle à nos webinaires, en tout cas à nos actions. On pourra certainement réfléchir ensemble et nous réunir autour d'un projet. On a avec nous aussi, on a le plaisir d'avoir avec nous aussi Père Youssef Nasser, secrétaire général des écoles catholiques au Liban. Donc, je ne sais pas si Père Youssef, vous avez envie d'intervenir ou de dire quelque chose.
Je ne sais pas s'il est avec nous ou s'il y a un problème de connexion, on verra. Donc, est-ce que parmi les autres personnes présentes, quelqu'un souhaite intervenir ou... Ah oui, il y a Joseph. Oui, Joseph, vous pouvez poser une question. Votre question, Joseph, s'il vous plaît. Posez-la oralement, Monsieur Joseph Hazar. Joseph, vous êtes mute. Joseph mute. Oui. Bon, je vais la poser. Donc, il dit, mais si le privé décide de s'abstenir à investir dans ce concept, et si nous diabolisons l'État, quelles en sont les solutions? Oui. Oui, justement, l'entreprise va choisir, va sélectionner les étapes qui vraiment maximiseraient son intérêt et réduiraient ses coûts, mais elle ne va pas aller dans tous les piliers. C'est quand l'entreprise s'abstient que le consommateur doit intervenir. Parce que d'habitude, c'est l'État qui va mettre en place des réglementations, marché de quotas en Europe, ou bien une taxation, une taxe. Okay, donc, quand l'État va taxer, on va plutôt se diriger vers des produits moins polluants. Mais au Liban, on n'a pas vraiment mis en place cette taxation, alors que moi, je pense que ça aurait pu, par exemple, être une très belle initiative pour le nouveau budget de taxer aujourd'hui la pollution. En même temps, l'État est en train de chercher des recettes. Donc, ça serait un moyen intéressant d'augmenter les recettes de l'État tout en préservant l'environnement. Mais puisqu'on n'a pas ça, peut-être c'est le rôle du consommateur de sanctionner, de punir un peu l'entreprise ou les produits, de ne pas aller plutôt dans des produits polluants, d'aller beaucoup plus dans des produits éco. Donc, d'être éco-friendly. Voilà. Merci, Sarah. D'autres questions ou remarques ou interventions? Non, c'est bon? Voilà. Donc, on arrive à la fin de notre webinaire. Un grand merci à professeur Sarah Hariri. Vraiment, c'était très éclairant, très intéressant, avec une structure très claire, comme Diana l'a dit. Merci à tous les fidèles, à tous les participants et les participantes. Et on vous donne rendez-vous dans un mois et demi, comme ça devient comme un rituel, ces webinaires qu'on met en place au niveau de la chaire. Et comme je vous l'ai dit, si des personnes sont intéressées par aller plus loin et d'obtenir un certificat en Green Business, on va vous envoyer le flyer du MOOC. C'est une formation en ligne et n'hésitez pas à vous y inscrire. Hamad, vous voulez dire quelque chose? Non? OK. Donc, on va se dire à très bientôt et bonne soirée à tous. Merci. Et moi, je tiens à remercier Céline aussi pour tout ce qu'elle a fait au niveau de la préparation de cette présentation. Merci Céline pour tout. Merci Céline. Ah ouais, pas de quoi. Merci à vous. À bientôt. Bonne soirée à tous. Bonne soirée, à la prochaine. Merci. À la prochaine. Et on vous enverra et l'enregistrement et le PowerPoint. Merci. Désolé Joseph, vous avez une autre question, je la poserai à Sarah plus tard et je vous répondrai. Ah Céline, on n'a pas mis le lien pour l'évaluation, donc on l'enverra par mail demain. OK, on enverra le lien d'évaluation à toutes les personnes inscrites. En fait, on enverra le lien, on enverra le recording, le PowerPoint et le MOOC, 4 choses. Si tu veux les noter, on enverra les 4 choses. Donc, le lien d'évaluation, le MOOC, le recording et le PowerPoint. OK. Merci Céline. Bonne soirée. Bye. Bye bye.